L'exemple des transparents est légèrement différent en 2 points. Donc, la classe ImageViewer n'hérite pas de JFrame, mais inclut une donnée membre privée, frame, de type JFrame. D'autre part, l'ajout d'un composant au JFrame se fait avec une notation longue. Donc, on essaye de trouver le content pane et puis on ajoute l'élément au content pane. Il est possible d'utiliser une notation abrégée, c'est celle que nous avons utilisée dans l'exposé. On peut directement ajouter un composant au frame. On peut utiliser la méthode add. Dans notre exemple, nous nous sommes préoccupés jusque maintenant de l'aspect graphique des menus. En fait, on retiendra que pour déterminer cet aspect graphique, on a manipulé, on a utilisé 3 classes JMenuBar, dont une instance représente la barre de menu, la classe JMenu, dont une instance représente un menu ajouté à la barre de menu, et finalement la classe JItem, dont une instance représente un élément de menu, un sous-menu, ajouté à un menu. C'est la méthode setMenuBar de JFrame qui permet d'ajouter une barre de menu à la fenêtre principale. C'est la méthode add de la classe JMenuBar qui permet d'ajouter un menu à la barre de menu. C'est finalement la méthode add de la classe JMenu qui permet d'ajouter un sous-menu à l'instance de JMenu, c'est-à-dire au menu. On distingue différentes façons de gérer les événements, de les recevoir. En fait, une méthode centralisée. Un seul objet écouteur reçoit tous les événements, une méthode distribuée, un objet écouteur de type différent pour chaque événement. Il existe encore là-dedans plusieurs cas de figure. Une interface graphique qui ne réagit pas à la pression d'un élément de menu, par exemple, n'est pas vraiment intéressante. Nous allons voir comment on peut associer une action à la pression d'un élément d'interface. En fait, certains éléments d'une interface graphique génèrent des événements pour informer d'autres composants de ce qui se passe. Il existe différents types d'événements. Une fermeture ou une réduction d'un cadre est un événement de type Windows Event. Le clic sur un bouton ou un élément de menu est un événement de type Action Event. L'action associée à un écouteur d'événements est déterminée par la redéfinition de la méthode ActionPerform ou WindowClose spécifiée respectivement dans l'interface ActionListener ou dans l'interface WindowListener. L'exemple proposé dans les transparents, nous allons essayer de modifier le nôtre au fur et à mesure. On va d'abord partir avec une gestion centralisée. Autrement dit, il y a un seul écouteur qui est à l'écoute de tous les événements. Donc on peut implémenter ça de la façon suivante. On va en fait transformer la classe ImageViewer en un écouteur. Plus précisément en une classe susceptible de créer des instances d'écouteurs. Donc pour ce faire, on doit faire hériter la classe ImageViewer de l'interface, donc c'est Implements, de l'interface Action Listener. Alors, ce faisant, en fait, on se crée une obligation puisque l'interface exige qu'on implémente la méthode ActionPerform. Et c'est dans la méthode ActionPerform qu'on va préciser l'action effectuée en cas d'événement. Donc ici, une méthode ActionPerform, publique, elle ne retourne rien. Et elle prend en paramètre, en fait, un événement, un action event, on peut appeler EV. Et comme cette méthode est unique,
bon, il va falloir nécessairement qu'on discrimine les divers événements. Alors on va faire ça comme ça. Dans Action Event, il existe une méthode getActionCommand qui va permettre de savoir quelle est l'entrée de menu qui a été pressée. Donc cette méthode getActionCommand dans la classe ActionEvent va en fait nous retourner une chaîne de caractères. La chaîne de caractères retournée est en fait la chaîne de caractères inscrite dans le sous-menu. Donc on va simplement tester ici. If. Alors on va comparer la chaîne à la chaîne à laquelle on compare, c'est soit open, et dans l'autre cas ce sera quit. Alors si jamais elle est égale à open, on va simplement affirmer qu'on l'a fait en fait. On va afficher dans le terminal un avis disant que la méthode n'est pas implémentée. Voilà. Alors, à contrario, si ce n'est pas le bouton Open qui a été pressé, en fait, ça ne peut plus être que le bouton Quit. Donc, on va faire les nécessaires adaptations. Si c'est Quit, on va carrément exécuter, terminer l'application. Voilà. Bon, on peut essayer de compiler. Oui, la compilation paraît correcte. Mais évidemment, à l'heure actuelle, on n'a pas encore fait l'association entre l'écouteur d'événements et l'objet qui génère un événement. Donc on va faire ça à ce niveau-ci. On va faire de même pour quit. À la place d'item, ce sera quit. Bon, item quit. Hein. Voilà. Donc on va tenter de compiler. Ça se passe correctement. L'étape suivante est d'essayer d'exécuter et de voir si effectivement il y a un effet. Donc on va créer une nouvelle instance de ImageViewer. On voit toujours le menu est OK. Alors on va appuyer sur le sous-menu Open. Il doit nous mettre un message dans le terminal. C'est ce qui est fait. Et puis j'appuie sur le sous-menu Quit et l'application se termine. N'attendez pas plus. Hein. Donc on va ajouter ici sur Item Open. On va ajouter en fait un écouteur. Item Open. Et on va préciser quel écouteur on souhaite ajouter. C'est une instance de la classe New Open Action Listener que nous avons défini au même niveau que ImageViewer. Le constructeur ne prend pas de paramètres, donc normalement le tour est joué. On fait de même pour le sous-menu Item Quit, auquel on ajoute un écouteur. En précisant quel écouteur on ajoute. C'est en fait la classe qu'on a définie, l'autre classe qu'on a définie au même niveau que ImageViewer. Pas de paramètres, etc. On compile, pas d'erreur, on va pouvoir exécuter. On a une instance de la classe ImageViewer et on vérifie en fait que les choses se passent
correctement. C'est effectivement le cas. Bon, nous avions les inconvénients suivants pour la gestion distribuée par classe globale. La solution centralisée ci-avant rend la méthode action-perform volumineuse dès que le nombre d'événements gérés devient important. En outre, le test sur l'intitulé ne résiste pas à l'internationalisation, car les tests sont faits sur des chaînes de caractères et ces chaînes de caractères changent avec la langue. Finalement, l'ajout d'un élément de menu impose l'ajout d'un test dans action-perform, ce qui n'est jamais, du point de vue maintenance, quelque chose de souhaitable. Maintenant, si l'on associe une classe différente à chaque élément de menu, il en résulte qu'une méthode différente peut être appelée sans qu'aucune instruction de choix ne soit nécessaire dans le code. À l'ajout d'un élément de menu, on ajoute une classe sans affecter le reste. On parle de gestion distribuée et c'est une solution propre du point de vue de la maintenance. Les multiples classes globales de la gestion distribuée ici avant complexifient le diagramme de classe. Il est possible de définir une classe à l'intérieur, généralement à la fin, de la définition d'une autre classe, comme c'est indiqué ci-dessus. La maîtrise des classes internes est laborieuse. Néanmoins, en négligeant l'académique pour s'en tenir au pragmatique, on retiendra. Chaque instance de la classe interne non statique est liée à une instance de la classe englobante. Une instance de la classe interne non statique ne peut exister sans une instance de la classe englobante. Le code de la classe interne non statique peut voir et accéder aux champs et aux méthodes, même privées, de la classe englobante. La classe interne fait partie de la classe englobante au même titre qu'une méthode qui voit et accède aussi aux champs et méthodes privés de sa classe. Les modificateurs d'accès autorisés pour une classe interne sont public, pactage, rien, et privé, cas unique pour une classe. Voyons maintenant comment nous pouvons mettre en œuvre les classes internes dans la gestion distribuée des événements. Nous allons modifier notre exemple pour mettre cela en pratique. En fait, nous allons transférer les classes définies globalement à l'intérieur de la classe ImageViewer. On va simplement prendre ceci, l'installer à l'intérieur d'ImageViewer. Nous allons indenter, décaler ça proprement par rapport à la marge. Voilà qui est fait. Il reste à prendre la seconde classe. Indentation. Et voilà. Donc en principe, les classes, ces deux classes ne sont plus nécessaires. Et il ne reste plus que la classe viewer. Donc, évidemment convaincu à ce stade que ça simplifie le diagramme de classe. Les classes, au lieu d'être publiques, peuvent être déclarées comme privées, ne sont donc pas visibles à l'extérieur. Private, c'est probablement une meilleure solution. Et nous allons vérifier la compilation. Le reste est inchangé puisque les classes n'ont pas changé de nom. Donc ça se compile. Nous instancions ImageViewer. Nous voyons que l'instance de ImageViewer est affichée. Et nous vérifions par exemple qu'on peut quitter. Voilà, le test est concluant. Une classe peut être définie à l'intérieur d'une méthode d'une autre classe. C'est intéressant si c'est le seul endroit où la classe est utilisée. Utilisation aussi proche que possible de la définition. Les objets d'une classe ont accès aux paramètres et aux variables locales de la méthode, pour autant que ces derniers soient finaux. Il n'y a pas d'utilisateur d'accès autorisé sur les classes internes à une méthode. C'est exactement la même chose que pour les variables locales. À titre d'illustration, nous allons essayer de déplacer les classes OpenActionListener et QuickActionListener
à proximité de leur utilisation. En fait, elles sont utilisées dans la méthode makeMenu. Donc, essayons de les déplacer en tête de la méthode makeMenu. De façon à faire bien ressortir que les classes sont internes à la méthode makeMenu. On va les décaler un peu par rapport à la marge. Voilà qui est fait. Et nous nous rappelons aussi que les classes à l'intérieur de méthode ne peuvent pas être privées, d'une manière générale, ne peuvent pas avoir de modificateur d'accès. On compile, ça a l'air de marcher. On exécute, on crée une nouvelle instance de ImageViewer. C'est fait, on la voit apparaître ici dans le coin. On va utiliser un des sous-menus, Quit, pour vérifier que ça fonctionne. Introduction des classes anonymes locales. Il est relativement lourd de définir une multitude de classes locales, nombreux noms de classes, alors qu'une instance unique de chacune de ces classes est requise. C'est par exemple le cas pour les classes QuitActionListener d'une part et OpenActionListener d'autre part, dont une seule instance est requise dans ImageViewer. Les classes anonymes constituent une réponse à cette situation. Il est possible de créer un objet à partir d'une classe sans devoir donner un nom à cette classe. La création d'un objet à partir d'une classe anonyme est illustrée ici en dessous. En fait, la création commence ici par un new, et puis on a ici l'interface qui est implémentée par la classe anonyme, et puis des choses tout à fait classiques, données et méthodes de la classe. Méthode, ce sera généralement ActionPerform. Donc nous allons illustrer l'utilisation des classes locales anonymes dans notre exemple. Donc nous allons localiser ces classes anonymes à proximité des traitements des entrées de menus, ou de sous-menus plus précisément. Donc nous allons rajouter ici un écouteur sur le sous-menu ItemOpen. .add action listener avec en paramètre finalement la classe anonyme que nous allons définir évidemment par un new. Nous faisons référence à l'interface que cette classe anonyme implémente. Dans notre cas, il s'agit d'Action Listener qui prend pas de paramètres et nous allons installer le code, la méthode et le code ActionPerform ici. Donc nécessairement public, void et ActionPerform qui prend comme paramètre quelque chose de type action event que l'on peut appeler comme ceci. Son corps, le corps de cette méthode, va en fait indiquer dans ce cas-ci que l'action correspondante n'est pas encore implémentée. Donc quelque chose du genre system.out.println Alors, il nous reste à refermer la parenthèse de AddActionListener. Donc, on vérifie. Ceci, c'est bon. Il y a encore une accolade à fermer, qui est celle-ci. Voilà. On va compiler avant de recopier. C'est correct. Et puis, on va recopier cette partie ici en ayant soin de changer chaque fois open par quit. Donc ce n'est plus item open, mais on veut associer cette action à item quit. Et l'on va adapter l'action
à cette entrée de menu, c'est-à-dire qu'on va fermer l'application. Bien, ça se compile. On va donc essayer l'exécution. On crée une instance de Image Viewer qu'on va voir apparaître là dans le coin supérieur gauche. Et on va tester, par exemple, la méthode quit et ça paraît fonctionner.